Le froid, la chaîne de conservation, c'est un problème que rencontrent énormément les aliments en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'être accueillis dans les locaux de la New Cold System par son manager qui a pensé à une solution qui est faisable, qui est applicable dans nos latitudes. Mesdames et messieurs, vous regardez l'invité spécial. Bienvenue sur Vision Channel Africa. On vous revient le temps de quelques battements de cils. Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre édition de l'invité spécial. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madi Sakandé, le manager de la New Cold System, que nous avons rencontré déjà lors d'une de nos émissions sur Vision Channel Africa Focus, pour ne pas la citer. Et quand nous sommes venus ici, il nous a dit qu'il devait dans quelques mois s'implanter déjà en Afrique. Et cela a été effectif. On était ici l'année dernière en 2017 et aujourd'hui, en début 2018, il a déjà pensé à une solution, de quelque chose de faisable et de bien pour les aliments et pour tous les producteurs d'aliments en Afrique subsaharienne, puisqu'il faut le dire. Madi Sakandé, bonjour. Bonjour, monsieur Benana. C'est un plaisir immense de vous avoir ici aujourd'hui. C'est une grande joie d'être encore chez vous aujourd'hui, mais dans le cadre carrément d'autres choses. C'est vrai qu'on est toujours dans le sillage de votre travail. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire exactement de quoi il est question? Et avant même, j'aimerais préciser à nos téléspectateurs que vous êtes non seulement consultant de l'ONUDI, mais vous êtes aussi formateur. Vous donnez des certifications européennes à des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin justement dans le domaine du froid et de la climatisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'abord sur de ce côté-là, avant de rentrer dans cette entreprise même? Okay. Bonjour à tous. Je suis effectivement formateur au sein du Centre Studio Galileo. Au Centre Studio Galileo, c'est un des centres de formation, un institut italien qui œuvre dans la formation des techniciens en froid. Un institut qui a bientôt 45 ans et je suis un formateur. Et d'ailleurs, ici à la New Cold System, on est le représentant dans la région des Emilia-Romagna. Alors, vous savez qu'avec les changements climatiques, il y a eu de nouveaux règlements au niveau européen et tous les techniciens en froid au niveau européen doivent passer un examen pour avoir un certificat ou un permis, si vous voulez, pour pouvoir continuer à exercer le métier, donc payer le gaz réfrigérant ou manipuler des systèmes frigorifiques contenant le gaz réfrigérant. Et dans ce contexte-là, le Centre Studio Galileo est un centre d'évaluation. Donc, moi-même, je suis formateur et dans ce contexte, je travaille aussi pour l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui intervient justement dans un bon nombre de pays africains ou des pays en voie de développement qui, justement, veulent bénéficier de ce savoir-faire-là, veulent justement faire des normes et des lois internes pour pouvoir justement minimiser l'émission des gaz réfrigérants dans l'atmosphère, donc éviter autant que possible les changements climatiques. Donc, j'interviens aussi dans ce domaine. Voilà, donc, on se rend donc compte que nous sommes avec un professionnel, un vrai professionnel du froid. Voilà, on va rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes au sein de l'usine. L'usine, vous la voyez peut-être en fond là, donc ne soyez pas surpris d'entendre des bruits. C'est parce qu'ici, effectivement, on travaille depuis que nous sommes arrivés. Et on a pu à peine trouver le temps pour pouvoir tourner cette émission. Alors, Monsieur Madi Sakandé, vous êtes, en plus d'être manager de cette entreprise, vous êtes un fervent défenseur de l'Afrique. Il faut le dire, vous y êtes tout le temps, vous faites difficilement 2 mois sans vous y rendre et toujours portant le froid avec vous, mais pas le froid dans ce sens, le froid dans le sens de la conservation. Et d'ailleurs, lors de nos entretiens, vous nous avez dit qu'il y a plusieurs types de froid. Vous avez parlé du froid domestique, du froid industriel et du froid commercial. Mais il semblerait que le froid, justement, tel qu'il est dans ce domaine-ci, ne pénètre pas assez l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner les barrières que ce froid-là rencontre? Alors, vous voyez, le secteur du froid, il est très ample. On ne peut pas imaginer le monde aujourd'hui sans le froid, en général. Le froid, ça part de la conservation des denrées alimentaires, ça part de la conservation
des vaccins, c'est la conservation même de l'être humain, parce que quand on allume les climatiseurs et autres, quand il fait chaud, c'est pour pouvoir être dans des conditions où on peut survivre. Donc le froid est toujours important. Et alors, comme on dit souvent en Afrique, quand on va vers l'Europe, on dit qu'il va au froid, parce que justement le climat ici est un peu plus frais. Et vous vous rendez compte que dans le monde qu'on appelle froid, on est encore en train de développer des systèmes du froid. Donc ça veut dire que parler du froid chez nous en Afrique, pour dire, ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité d'ailleurs. Donc, et le froid est segmenté à différents niveaux, où il y a le froid industriel, il y a le froid commercial et il y a le froid domestique. Le gros problème justement qu'on rencontre en Afrique dans mes différentes missions onusiennes m'ont permis de comprendre non seulement un développement important au niveau de l'agriculture, ou si vous voulez, l'agriculture qui se fait hors saison, c'est-à-dire ce que le jardinage, si vous voulez, et les produits maraîchers, utilisons le terme juste, les produits maraîchers et les produits, tout ce qui est de la production maraîchère a besoin d'une chambre froide pour le stockage. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que tout autour des marchés africains, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, vous voyez que chaque matin, vous avez la putréfaction des aliments, simplement parce que quand on arrive au soir, il n'y a pas la possibilité de conserver. On a tenu ça toute la longueur de la journée à la température ambiante, que donc on a les températures très élevées en Afrique. Donc arrivé au soir, il n'y a plus la possibilité de conserver. Donc ces aliments sont jetés à la poubelle. Et souvent aussi, comme vous voyez, on est en Europe, on voit souvent des images d'enfants qui meurent de faim en Afrique, simplement parce qu'il n'y a pas à manger en Afrique. En réalité, on jette plus à manger en Afrique qu'en Occident, 3 fois plus même d'ailleurs. Je peux vous assurer qu'il y a une croissance dans la production maraîchère, parce que vous vous rendez compte, le climat, on a 2 ou 3 mois de pluie et le restant du temps, vu que 70% en moyenne de la population africaine vit dans des zones rurales. Et vivant dans les zones rurales, ils ne vivent que de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage. Et toutes ces productions-là ne peuvent pas s'évoluer sans une chaîne de froid pour pouvoir les supporter. Donc pour vous, on ne peut pas atteindre on ne pourrait pas parler d'autosuffisance alimentaire sans la maîtrise de la chaîne du froid? Absolument pas, parce que c'est très important d'ailleurs. C'est très important de le souligner, parce que l'autosuffisance alimentaire passe par la conservation de ce qu'on produit. Parce qu'autrement dit, vous allez produire et consommer au jour le jour, ce qui n'est pas faisable. Il n'y a pas quelque chose qui se sème un jour, ça se produit pour le lendemain, ça mange et puis on recommence. Donc, il faut pouvoir conserver au moment de la récolte. Et c'est le gros problème qu'on rencontre en Afrique, quand on n'arrive pas à conserver ce qu'on récolte. Donc, au moment de la récolte, il y a l'abondance, et juste quelques semaines après, il y a un manque. Il y a un manque total de ces mêmes produits. Vous pouvez voir la pomme de terre, vous pouvez voir la tomate, vous pouvez voir l'oignon, on peut en citer jusqu'à demain tous les produits que vous connaissez dans tous les pays africains. Il y a même la viande, il y a le lait, il y a le poisson, tout ça qui sont tous des produits qui ont besoin d'être conservés. Et justement, ces produits ne sont pas conservés et sont jetés, simplement parce qu'il n'y a pas une vision dans ce domaine-là. Parce que le domaine du froid, malheureusement en Afrique, je dis bien fort malheureusement, est vu comme un luxe. Et bien sûr, nous sommes dans un continent où l'élément de base, c'est-à-dire l'énergie électrique, est pour peu de personnes. Il y a peu de personnes qui peuvent se permettre d'avoir l'énergie électrique ce soir. Donc, si tu as l'énergie électrique et tu as le frigo à la maison et tu as les climatiseurs, ça veut dire quand même que tu as une certaine richesse, entre guillemets, en Afrique. En plus, il faudrait dire que malgré qu'on ait ces appareils-là, c'est pas sûr qu'on puisse les faire fonctionner, parce que les coupures d'énergie c'est une réalité là-bas de tous les jours. Vous qui allez en Afrique justement tout le temps, est-ce que vous pouvez nous dire, entre autres, les problèmes que vous avez? Parce qu'il faut aller toucher du doigt. Par exemple, c'est facile de dire qu'il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'énergie et tout. Mais une fois qu'on a vécu cette réalité-là, je pense qu'on peut mieux en parler. J'ai dit tout à l'heure en intro que c'était un peu difficile pour le froid de pénétrer l'Afrique.
Pourquoi vous avez sans doute étudié la chaîne, parce que aujourd'hui vous avez apporté quand même une solution. Oui, effectivement, dans ce domaine-là, comme je disais, bien sûr, parce que le froid, le système frigorifique ne fonctionne pas en soi-même. Il a besoin de l'énergie électrique. Et comme vous savez, le gros problème du développement en général en Afrique, c'est la disponibilité de l'énergie électrique en tant que telle. Mais n'oublions pas, on n'a pas besoin de le dire. L'Afrique, si vous vous rendez compte, c'est l'unique continent divisé en deux. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte du globe, vous allez voir que l'Afrique, c'est le seul continent qui est divisé en deux par l'équateur, ce qui veut dire le point le plus haut, c'est-à-dire en Tunisie jusqu'au point le plus bas, l'Afrique du Sud. Vous allez vous rendre compte que dans tout cet espace-là, on a tout l'écosystème, hein, on a la biodiversité sur cela, et bien sûr, on a le soleil insuffisant. Partout en Afrique, il y a le soleil. Donc, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent d'aller au-delà de ces problèmes. Ça veut dire les systèmes photovoltaïques, ce qu'on appelle les systèmes solaires, tout simplement. Et cela, on peut l'avoir dans les villes comme en campagne. D'ailleurs, en campagne, parce qu'on a plus besoin d'espace pour pouvoir exposer les panneaux photovoltaïques pour avoir un peu plus d'énergie, autant d'énergie possible. Et justement, le système de froid qui a besoin d'énergie électrique, qui peut être conventionnelle ou non conventionnel, c'est-à-dire dans ce cas de l'énergie renouvelable, que ça peut être éolien, ça peut être aussi le solaire, mais je parlais beaucoup plus sur le solaire, est très important pour pouvoir accompagner ce secteur-là. Raison pour laquelle d'ailleurs, quand j'ai pu constater ces différents problèmes, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr le problème de l'énergie. Il y a des problèmes aussi de la fiscalité que je reviendrai là-dessus. Je suis retourné et j'ai conçu un système frigorifique qui peut fonctionner avec le soleil et qui peut aussi fonctionner dans des climats très très chauds parce que ça c'est un facteur très important, et encore plus le réfrigérant qui sera utilisé parce que le système frigorifique, il y a toujours un réfrigérant à l'intérieur, et ces réfrigérants-là justement en fonction des modèles ou des compositions ont un effet, s'ils sont libérés à l'environnement, donc ils ont un impact sur le climat. Donc j'ai essayé de mettre tous ces éléments ensemble pour faire une innovation, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'est-à-dire mettre ensemble tous ces facteurs pour faire des petites chambres froides. Des petites chambres froides, je suis en train de parler, la plus petite à 3,6 mètres cubes, ça veut dire au-delà de 3500 mètres, 3600 litres, et la moyenne à presque 7000 litres, et la plus grande à 9000 litres de capacité, pour pouvoir conserver un temps soit peu ce qui est produit dans les campagnes et même dans les villes. Donc j'ai une petite illustration ici justement de ces chambres-là que je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc vous avez la chambre avec le système frigorifique qui est composé de ces appareils-là. C'est un appareil externe, donc pour celui qui a le climatiseur, c'est comme le moteur qui est à l'extérieur. Et celui-là, à l'intérieur, c'est la partie réfrigérante qui fait que la chambre soit fraîche, donc c'est comme le climatiseur, la partie interne. Et celui-là, il est alimenté directement par le système photovoltaïque qui alimente tous les systèmes fonctionnants. Donc ça veut dire que le système peut être mis hors de la ville, ça peut être en ville, n'importe où vous voulez. Et le réfrigérant intérieur est un réfrigérant écologique, et ça fonctionne à un régime de consommation très bas parce que ça a été projeté de façon, disons, conscient de ces problèmes-là, de réalité environnementale qu'on a. Donc, ce qui veut dire que vous l'alimentez directement avec le photovoltaïque. Il y a des options, mais ce sont des options justement que j'aimerais bien écarter parce qu'on peut l'utiliser le courant conventionnel parce que c'est possible. On peut l'utiliser aussi avec un groupe électrogène, c'est possible, mais le focus a été fait pour que ça puisse fonctionner avec le système photovoltaïque, ce qui fait que vous pouvez utiliser ces trois types de chambres froides. On peut en faire plusieurs, on peut en faire en fonction des nécessités parce qu'on peut avoir un peu plus de matériel à conserver, et en ce moment ça devient des produits spécifiques. Mais ces modules de chambre froide, si vous voulez, je les ai conçus juste pour approcher déjà un marché, un problème déjà existant, parce que ces chambres froides peuvent être utilisées dans les grandes villes, ça peut être utilisé même dans les campagnes, dans les grandes villes, tout simplement permettre aux dames, à nos mamans, à nos oncles qui font, nos papas qui font, les revendeurs de fruits et légumes ou des produits ou les bouchers, qu'arrivés au soir, ils puissent
un tant soit peu, reportent leur matériel dans ces chambres froides-là et le lendemain les récupérer pour pouvoir le vendre, donc prolongeant un tant soit peu le produit et bien sûr rendre le produit accessible parce que généralement, ces produits-là, vu que la perte est énorme, ils périssent très rapidement, les prix aussi s'envolent voilà. très souvent. Donc, dans ce système, bien sûr, en ne pensant pas par l'énergie conventionnelle qui est très coûteuse en Afrique pour les raisons que nous connaissons, en utilisant le solaire, bien sûr. Chacun maîtrise déjà son énergie parce que chacun... Et il faut même le dire parce que voyant le système photovoltaïque et voyant le courant conventionnel, on se dit, je déduis de par mes connaissances personnelles que même si ce système est relié au système conventionnel, il va consommer très peu d'énergie. Bien sûr. Parce que ça se déduit très rapidement. Il a été conçu pour cela. Le réfrigérant que j'ai utilisé ici, c'est un réfrigérant qui travaille à des pressions très basses, donc il y a peu d'inertie. L'inertie est très basse, donc ça permet ici au système frigorifique de fonctionner en absorbant moins d'énergie électrique. Donc tout ça a été pris en considération pour la conception de ces unités, de ces groupes frigorifiques qui bientôt seront disponibles sur le marché africain, comme je vous disais tantôt. Et on s'est vu l'année passée, j'ai travaillé sur le projet entre-temps et s'il plaît à Dieu, de fin avril, début mai, on sera présent au Burkina avec déjà des prototypes sur le marché africain qui seront déjà en vente et j'espère bien fournir toute l'Afrique entière si Dieu le veut. Voilà donc, mesdames et messieurs, on se rend donc compte que nous sommes en présence d'un entrepreneur qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un amant de l'Afrique. Il aime son continent, il aime son pays, il n'oublie pas la terre d'où il est parti. Aujourd'hui, il apporte cette solution qui aura son coût, bien entendu, il faut le dire, parce qu'un système comme celui-ci, innovant, c'est un produit novateur, c'est pas quelque chose qui existait déjà. Il aura son chemin à faire. Quand on parle du coût maintenant, Monsieur Madi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que ce sera donc à la portée d'un GIC, d'un gros groupement d'agriculteurs, ou alors simplement parce que nous sommes en Europe dans un contexte de main-d'œuvre assez chère. Je parlais encore avec un chef d'entreprise il y a de cela 2 jours qui disait que l'heure, dans son entreprise, à lui, il paye 40 € de l'heure à chaque employé. Pour chaque employé, avec les taxes incluses, bien entendu. Donc, j'imagine que c'est le même contexte dans lequel vous vous trouvez. Bien sûr. Et donc, la production d'une unité comme celle-là, ici, c'est pas à coût zéro. Et puis, il faut compter le transport et les douanes, les fameuses douanes en Afrique subsaharienne, on sait un peu ce que c'est. Voilà, vous êtes en train de toucher un peu du doigt, disons que cette volonté, justement, de porter ces solutions en Afrique, bien sûr, elles seront un peu coûteuses pour, j'espère, un peu le minimum possible, tant bien qu'une partie de ces systèmes seront faits, assemblés ici dans la société, et je pense que le reste sera fait en Afrique. Ça veut dire l'assemblage final. Alors, vous vous rendez compte qu'en vous parlant de la perception du froid en Afrique, vu comme un luxe dans son domaine, dans sa latitude domestique, ce qui fait que aussi dans bon nombre de pays, j'ai pu constater que le froid étant considéré comme un luxe, bien sûr, le froid domestique est un luxe, a fait de telle sorte que tout le froid a été taxé, hyper taxé. Je peux vous dire que certains pays même vont taxer à hauteur de 65% l'importation du matériel de froid. Donc c'est un frein au développement même de l'agroalimentaire dans les pays parce que le secteur du froid est très important. Donc, parler de ces produits-là, le produit qui, bien sûr, fait en Europe avec les coûts européens, qui n'ont rien à voir avec l'importation faite des pays, disons, asiatiques, qu'on est déjà habitué en Afrique, a son impact. J'essaie justement, je suis en train de travailler tout au plus pour minimiser autant que possible ces coûts-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut relever aussi les taxations qu'il y a au niveau des pays africains. Je peux justement dans les activités que je mène pour les Nations Unies me rendre compte qu'on passe à des pays qui ont des taxations de 65%, des 40%, des 45%, des 50%, et des pays qui ont une certaine vision, qui ne taxent pas du tout. Et c'est le pays, en l'occurrence, c'est la Tunisie, là où je vais très souvent ces derniers temps pour justement des projets des Nations Unies pour la formation des techniciens en froid. Et ils ont décidé de ne pas taxer
ils ont décidé de ne pas taxer le matériel importé du froid. Et c'est bien d'ailleurs, parce que ça permet justement de développer le secteur du froid et ça permet de développer le pays. Vous savez, le développement de l'Afrique, ça passe d'abord par l'autosuffisance alimentaire. Le développement socio-économique d'un continent, d'un pays ou d'une région, ce que vous voulez, ça passe d'abord par le développement de l'agroalimentaire. Le développement de l'agroalimentaire ne peut pas se faire sans le développement du secteur du froid. Il y a des pays en Afrique qui n'arrivent même pas à former une vingtaine de techniciens en froid par an. Donc ça veut dire quoi? Il faut former les jeunes qui sont d'ailleurs sans emploi dans le domaine du froid. Il faut permettre la technologie du froid de pénétrer le marché. On peut, disons, taxer pour une période donnée ces produits-là pour permettre, disons, leur présence sur le marché et peut-être fixer des taxes au bout d'un certain nombre d'années quand déjà l'activité sera partie, quand déjà le marché intérieur aura compris sa nécessité, alors ça permettra tout au plus au pays de se développer dans ce domaine. Malheureusement, ce n'est pas encore accompli et j'aimerais bien que tous les responsables des pays africains, je pense même de l'Union africaine, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose en cela, parce que ça va du développement du continent. Le développement du continent, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas les autoroutes, ce n'est pas les trains. Oui, c'est vrai, mais il faut d'abord enlever la pauvreté. Voilà, c'est le premier pas du développement. Le premier, quand tu cherches à te développer, c'est d'abord ton ventre. Tu cherches à mettre quelque chose à l'intérieur. Et quand tu as rempli ton ventre, tu commences à avoir des envies bizarres au Burkina. Il y a un dicton qui dit, quand quelqu'un fait quelque chose, des choses qui sont hors du commun, on dit, lui là, il a le comportement de quelqu'un qui a le ventre plein. Oui. Voilà, c'est quand tu as le ventre plein qu'il y a l'autre qui veut l'avion, l'autre qui veut le vélo, l'autre qui veut l'immeuble, l'autre qui veut l'autoroute. Oui. Et voilà, en ce moment, on commence à développer. Mais quand tu as le ventre vide, si tu as on lui fait l'autoroute, on lui fait il va essayer de tout vendre pour mettre dans son ventre, parce qu'il a le faim d'abord. Donc, on doit commencer d'abord à remplir le ventre de tout un chacun. Et remplir le ventre de tout un chacun, c'est permettre déjà que ce qu'on produit sur place puisse rester le plus longtemps possible pour qu'on puisse le consommer. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, on jette à manger, 70% de la production est jetée dans la nature. Et on parle d'intensifier la production. C'est pas parce que si on intensifie, c'est pour continuer à perdre, c'est intensifier la perte. J'ai pu rencontrer des villageois, disons des paysans qui travaillent sur la terre, qui justement, quand j'ai parlé de ces idées de chambre froide, ils ont dit, mais comment tu as pu savoir que nous avons ces problèmes ici quand tu vis à des milliers de kilomètres de chez nous ici? Parce que je comprends. Et ce n'est pas en un seul pays, c'est partout. Chaque pays a sa spécificité de production, mais le besoin est le même. Il faut encore conserver. Et conserver aussi, ça veut dire pouvoir permettre les gens de conserver. Parce que celui qui a besoin de ça, il n'a pas le froid, il n'a pas l'argent suffisant pour pouvoir payer ces systèmes-là qui leur arrivent avec déjà des coûts très exorbitants, déjà produits en Europe, donc avec un coût élevé. Et ça arrive au pays et il faut payer des taxations qui sont très élevées. Donc, du coup, ça, pratiquement, les besoins, ceux qui peuvent utiliser ça pour le bien de tous, sont déjà limités. Donc, ça devient quelque chose encore, ça devient une barrière, en fait. Donc, je pense que dans ce contexte-là, je fais un appel très fort à ce niveau, aux autorités, qu'ils puissent vraiment se rendre compte de cela. C'est un secteur technique et je mets à disposition de n'importe quelle organisation africaine, qu'elle soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit toutes les organisations économiques africaines, CEMAC et autres, j'en passe, s'ils ont besoin de l'expertise, s'ils ont besoin de quelqu'un qui les dise qu'est-ce qui est froid industriel, qu'est-ce qui est froid commercial, qu'est-ce qui est froid industriel, je suis à disposition de tout le monde parce que cela n'est pas un problème de personne. Vous voyez, beaucoup de problèmes, on les vit en Afrique, c'est lié justement à ça. Parce que quand on n'a pas de prospective, quand on a toujours faim, on est bien sûr amené à souvent même risquer sa vie pour avoir de quoi mettre dans le ventre. Vous parlez d'un problème assez important parce que je me rends compte par exemple que nous sommes en Europe, quand on va dans les supermarchés, il m'est déjà arrivé de me retrouver au supermarché juste avant la fermeture. On se rend compte que tout est couvert, toutes les denrées fraîches qu'on vient souvent trouver là, c'est couvert pour être conservé et être vendu le lendemain. Et notamment Andrea Segre qui a prôné un modèle que l'Italie a
qui s'est répandu sur toute l'Italie, qui voudrait que lorsque les produits sont déjà en train d'arriver vers la date de péremption, qu'on les distribue gratuitement dans certaines, dans les Caritas et tout le reste là. C'est une réalité pour nous, la Caritas, c'est la poubelle malheureusement. On se retrouve en train de jeter de la nourriture simplement parce qu'on n'arrive pas encore à la conserver. Ce que je voulais demander, c'est que en tant que consultant de l'ONUDI, Monsieur Madi, est-ce que vous n'arrivez pas à rencontrer ces chefs d'État-là, peut-être personnellement, ou bien ces organismes-là, pour essayer de parler du problème, de peser votre poids, pour pouvoir... disons que c'est un aspect que j'ai pris en considération ces derniers temps, et je suis d'ailleurs en train de travailler avec certains autres agents des Nations Unies pour pouvoir justement arriver à conscientiser, et j'espère d'ailleurs à travers votre canal, que ces messages-là puissent arriver aux décideurs, parce qu'on n'a pas forcément besoin, c'est les Nations Unies, ce n'est pas eux qui doivent développer l'Afrique doit être développée par les Africains. Donc ça veut dire que c'est une prise de conscience, on n'a pas forcément besoin d'arriver dans les Nations Unies. Je pense que chacun de nous doit être responsable du développement du pays, du continent africain. Et en cela, à n'importe quelle latitude, le message doit être porté. Cette connaissance-là, elle doit être connue de tous, qu'on sache que si on veut le développement socio-économique de l'Afrique, il faut être indépendant dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'il faut être autosuffisant. Et l'autosuffisance passe forcément par le développement de ces secteurs-là. Ce sont des secteurs clés. Tu as cité l'Italie. L'Italie, c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est un pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est développé grâce à l'agroalimentaire et au froid. Vous voyez, l'Italie, c'est un pays d'excellence. Quand on parle au-delà de la mode, on parle de la pâte, de la pasta, on parle de la tomate, on parle de toutes les conserves, on parle de tout, on parle des chips et autres. L'italienne, simplement, c'est parce qu'ils ont misé sur l'agroalimentaire, ils ont misé aussi sur le secteur du froid. L'Italie, c'est une des premières réalités du secteur du froid en Europe. Le marché du froid est très fort ici en Italie. Je dirais c'est le premier marché européen dans ce contexte-là. Donc ça veut dire quoi? On a un savoir-faire et une expérience qui nous permet, nous, de porter sur cette expérience, ce savoir-faire-là vers l'Afrique pour un temps soit peu que les Africains puissent être contents chez eux. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Vision Channel Africa, vous regardez l'invité spécial. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste de la chaîne du froid, le manager de la New Coal System. Il s'agit du Burkinabé Madi Sakandé. Comme il a dit une fois, il est du quartier africain du Burkina Faso. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le système rapidement avant de terminer cette émission. Est-ce que la maintenance sera assurée là-bas ou chaque fois qu'il y aura un problème, il faudra revenir ici? Est-ce que vous pensez à former des jeunes Africains là-bas? Et pourquoi pas, on avait déjà parlé de ça dans Focus, dans le cadre de Focus, peut-être avoir une New Coal System au Burkina Faso, en Afrique en général? Bien sûr, parce que le New Coal System, justement, sera au Burkina Faso. Le New Coal System, déjà, au début de cette année, est une structure existante au Burkina Faso. Donc, justement, ces chambres froides seront disponibles au siège de la New Coal System à Ouaga, d'ici mi-mai, comme je vous ai dit, parce qu'on est en train de les produire, et bientôt ils seront mis dans des conteneurs et qui seront disponibles à Ouaga. Le New Coal System est déjà au Burkina, et la maintenance sera, et le montage d'ailleurs sera fait par des Africains, parce que justement dans mon activité de formation, je tiens et je continue à former des techniciens africains de telle sorte qu'ils puissent être à mesure de monter et de faire la maintenance sur place. Et je l'ai conçu d'ailleurs de façon le plus simple possible, de telle sorte que tous ces problèmes-là puissent être déjà résolus sur place en Afrique, parce que bien sûr, il ne faut pas générer d'autres coûts exorbitants sur un matériel déjà qui arrive de l'Europe et que bien sûr les coûts ne sont pas les moindres. Voilà, pour donc résumer, nous allons dire que, mesdames et messieurs, l'appel a été lancé aux autorités africaines afin qu'elles puissent prendre conscience de ce problème qu'est la chaîne de froid, la nécessité de maîtriser la chaîne de froid afin d'assurer demain l'autosuffisance alimentaire qui est tant souhaitée pour tous les pays africains. Et nous rappelons aussi, il a dit lors de cet entretien qu'il est disponible, M. Madi Sakandé, pour pouvoir apporter des solutions
solution pour ceux qui ne maîtriseraient pas, pour ces autorités-là qui peut-être ne maîtriseraient pas exactement de quoi il s'agit dans la chaîne du froid. Monsieur Madi, nous vous remercions énormément pour vous être prêté une fois de plus à notre jeu et espérons peut-être retourner ici bientôt encore pour peut-être un autre produit innovant ou bien pour peut-être avoir le suivi de ceci parce que ce sera aussi important pour nous et pour nos téléspectateurs de leur dire qu'ils aient peut-être des images, vous reviendrez peut-être avec des images de la New Call System qu'on pourra donc leur présenter. Voilà. Peut-être un mot pour la fin alors, Monsieur Madi. Ben, mot de la fin, c'est remercier vous qui pour la seconde fois vous venez me rendre visite ici à la New Call System et pour aussi les téléspectateurs, africains ou pas, qui tiennent à cœur le développement de l'Afrique, que chacun de nous a son petit rôle à jouer. Et chacun de nous a son petit rôle à jouer et il doit le jouer de façon convaincue. Moi, j'ai toujours pensé qu'il peut y avoir plusieurs formes de prise de conscience d'être africain, de vouloir le développement de l'Afrique. Et cela aussi passe à la conviction intime de pouvoir travailler pour les générations à venir. Parce que le changement réel que chacun de nous veut pour l'Afrique doit être un changement profond et les changements profonds prennent beaucoup de temps. C'est des décennies pour ne même pas dire des siècles. Donc, nous devons jeter des bases sur lesquelles un jour les Africains pourront vivre heureux chez eux. Et bien sûr accueillir de façon joyeuse les autres peuples aussi qui viennent vivre en Afrique ou qui veulent venir visiter l'Afrique, comme ça a toujours été le cas. Donc pour cela, je vous remercie encore, je remercie vos téléspectateurs et le peu que nous puissions faire, c'est faire le matériel, le système frigorifique, donner le peu d'expérience que nous avons pu acquérir et bien sûr travailler de notre façon avec le peu que nous puissions contribuer parce que chacun de nous a sa petite pierre à mettre pour la construction de notre chère Afrique et du monde d'ailleurs, parce que justement, beaucoup de problèmes, il paraît que les problèmes qui existent un peu dans le monde sont liés un peu au mouvement des Africains. Si les Africains sont contents chez eux, peut-être il n'y aura pas de problèmes chez les autres, donc on sera tous contents. Voilà, nous l'espérons vraiment. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette autre édition de l'invité spécial. Mesdames et messieurs, nous vous remercions grandement d'avoir suivi. Nous vous invitons à partager nos contenus, à commenter, à envoyer vos commentaires, bien entendu, que ce soit inbox ou simplement sur nos pages. Visitez notre site web www.visionchannelafrica.com et bien sûr, vous pouvez regarder tous les produits de la New Call System sur le site www.newcallsystem.com. Ou sinon sur notre page Facebook, là où nous postons souvent nos activités. Voilà. Et New Call System, la page Facebook, vous pouvez le voir tous, vous pouvez commenter bien sûr, donner vos appréciations et aussi poser vos questions ou pourquoi pas donner des suggestions parce que nous, on est ouvert, on apprend, on prend et on donne. Donc c'est un monde d'échange. Voilà. Donc. Très bien. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, on boucle la boucle s'il faille utiliser cette tautologie autant pour moi, pour vous dire merci de nous regarder. À très bientôt. Restez câblés connectés sur Vision Channel Africa. À bientôt.